Bienvenue sur cette vidéo calme et paisible. Prenez un petit chocolat chaud ou une petite tisane et venez ensuite vous endormir sur cette histoire fantastique, celle de la naissance de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Albert Einstein et de la relativité bien sûr. Einstein, comme vous le savez, est une figure monumentale de la physique. Personne dans le monde ne peut ignorer cet homme. Il fut à la fois un intellectuel total et un héros populaire auquel on a consacré de son vivant, et même après, plus de 2000 livres, des milliers d'articles et des centaines de documentaires. On l'a tellement photographié que son visage est aussi connu que celui de la face visible de la Lune. On l'a statifié, décortiqué, on a même découpé son cerveau en lamelles pour pouvoir l'étudier. Et en l'an 2000, parmi une liste de grandes figures, les lecteurs du magazine Time l'ont élu l'homme du XXe siècle. Il a travaillé sur beaucoup de sujets, de la lumière bien sûr, de l'espace-temps à la gravitation, et même en tant qu'ingénieur, il a déposé des brevets. Bien sûr, son travail le plus remarquable concerne la relativité, avec ses deux théories les plus connues, la relativité restreinte publiée en 1905 et la relativité générale qui a été introduite en 1915. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous raconter l'histoire de ces deux théories. Je vais également aborder la formule E égale mc2 et essayer de partager mon point de vue sur la posture d'Einstein vis-à-vis de l'espace et du temps. C'est-à-dire comment il percevait de manière spécifique sa relation avec la géographie en fonction de l'endroit où il se trouvait dans l'espace. J'essaierai de vous convaincre que sa façon de considérer sa position dans l'espace obéissait aux principes fondamentaux qu'il avait insérés au cœur de ces deux théories de la relativité. Commençons cette histoire assez tôt. Remontons à la fin du XVIIe siècle lorsque Newton, Isaac Newton, affirme, et à cette époque tout le monde le croit, que la lumière est une sorte d'amas de corpuscules se déplaçant dans l'espace vide. En d'autres termes, Newton considère que la lumière est un phénomène physique de type corpusculaire. C'est comme si la lumière était composée de petites billes qui se déplacent dans l'espace. Cependant, un peu plus de 100 ans plus tard, à la suite d'expériences menées par Thomas Young en Angleterre et Augustin Fresnel en France, la nature de la lumière s'impose progressivement comme non pas corpusculaire, comme l'avait cru Newton, mais plutôt ondulatoire. La preuve en est, c'est que la lumière est capable de produire ce qu'on appelle des interférences. La lumière peut s'ajouter à elle-même, soit de manière constructive, soit de manière destructive, ce qui donne lieu à des interférences. Dans la foulée de cette découverte capitale, les physiciens se mirent presque tous à croire en l'existence d'une sorte d'éther. Un éther luminifère qui remplissait tout l'espace et empêchant ainsi l'espace d'être totalement vide. Mais alors, pourquoi l'éther ? Pourquoi cette invention purement théorique était-elle si essentielle à leurs yeux ? Eh bien, cela est dû précisément à la nature de la lumière. Vu qu'elle est ondulatoire, comme la théorie de Maxwell formalisée autour des années 1860, sa théorie vient démontrer de manière formelle que la lumière est bel et bien un phénomène ondulatoire, mettant en jeu des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière. Autrement dit, la lumière est constituée d'ondes se propageant à la vitesse de la lumière. Et c'est cette compréhension qui a renforcé l'importance de l'éther dans leur perspective théorique. L'éther était envisagé comme un milieu à travers lequel ces ondes lumineuses pouvaient se propager, donnant ainsi un support physique à la nature ondulatoire de la lumière. À cette époque, une onde était systématiquement considérée comme une entité physique progressant en faisant vibrer quelque chose du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, une onde sonore se propage dans l'air en faisant vibrer l'air lui-même. Dans le cas de la lumière, les physiciens pensaient que la chose qui vibrait avec les ondes électromagnétiques de la lumière était ce fameux éther luminifère. Ils supposaient qu'il remplissait la totalité de l'espace jusque dans ses moindres recoins. L'espace newtonien n'était donc plus vide. La question qui se posait évidemment était « De quoi est fait cet éther ? A-t-il une structure ? Est-il composé de micro-cordes élastiques qui vibrent ? Est-il plutôt solide ? Est-il plutôt souple ? A-t-il une masse ? » Après quelques hésitations, une première conclusion s'est imposée. La théorie de Maxwell,
Sa théorie électromagnétique laissait entendre que l'éther ne ressemblait à aucun matériau connu. Autrement dit, il était sans masse, sans polarité, sans viscosité, et en fin de compte, il n'avait qu'une seule propriété fondamentale. Il devait être absolument immobile, comme une sorte de cadre fixe présent partout dans l'univers. À partir du moment où ce résultat a été établi, un physicien américain répondant au nom d'Albert Abraham Michelson, en coopération avec un autre physicien nommé Edward Morley, ont eu l'obsession de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, supposé être absolument immobile. L'idée ici, c'est que si l'éther est immobile, la Terre quant à elle se déplace par rapport à lui. Ainsi, la question qui se pose est la suivante. Quelle est la vitesse de la Terre par rapport à l'éther luminifère ? Ces deux physiciens, Michelson et Morley, ont mené de nombreuses expériences pour tenter de déterminer comment les mouvements de notre planète dans l'espace pourraient mesurer la vitesse de la lumière dans un laboratoire terrestre. Les résultats de leurs mesures ont toujours été négatifs et à l'opposé de ce qu'ils pensaient. Jamais ils n'ont pu observer la moindre variation de la vitesse de la lumière, quelle que soit la direction choisie de l'interféromètre. Cela laisse entendre que la vitesse de la Terre, par rapport à l'éther, était complètement nulle. Cette conclusion les a mis dans l'embarras. Est-ce que cela signifie que la Terre était immobile par rapport à l'éther, et donc totalement immobile dans l'espace ? Ou bien est-ce le signe que l'éther était lui-même entraîné par la Terre ? Dans ce cas, pourquoi uniquement par la Terre et pas par un autre objet céleste, comme le Soleil par exemple ? Il se trouve que dans les années qui ont suivi, vers 1880, 3 physiciens ont proposé séparément une formule compatible avec la cinématique étrange que semble avoir la lumière. Le premier est un professeur de philosophie expérimentale à Dublin, nommé George Fitzgerald, qui a publié en 1889 des formules rendant compte de la cinématique singulière de la lumière. Un peu plus tard, en 1892, Hendrik Lorentz publie les mêmes formules aux Pays-Bas. Et un peu plus tard encore, le mathématicien français bien connu Henri Poincaré publie exactement les mêmes formules. Ces formules étaient assez étranges car elles imposaient de modifier les lois de composition des vitesses. Avec ces formules, les vitesses ne s'additionnent plus de manière simple. Par exemple, si vous êtes dans un train lancé à 50 km/h par rapport au sol extérieur et que vous lancez une balle devant vous à 10 km/h, cette balle ira à 60 km/h par rapport au sol extérieur. Cependant, il semble que pour la lumière, cela ne fonctionne pas de cette façon. C'est une combinaison beaucoup plus subtile que la simple addition. Ces formules, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont les célèbres transformations de Lorentz. Ces transformations ont un effet curieux. Elles mélangent les coordonnées d'espace et de temps. Autrement dit, quand on passe d'un référentiel à un autre, le temps semble, d'après ces formules, se transformer partiellement en espace et l'espace partiellement en temps, ce qui contredit directement les principes de la physique de Newton. Et évidemment, les physiciens ont noté et remarqué cette bizarrerie, mais ça ne les a pas choqués plus que ça. À leurs yeux, les transformations de Lorentz n'étaient qu'une sorte d'outil, une convention permettant de relier entre eux des objets en mouvement relatif. Cependant, la structure des transformations de Lorentz posait un grave problème philosophique, car elle semblait impliquer que les corps solides, se déplaçant dans l'espace à des vitesses très élevées, 60-70% de la vitesse de la lumière par exemple, se contracteraient dans le sens de leur mouvement sous l'effet d'une pression exercée sur eux par l'éther luminifère. En d'autres termes, lorsque les corps se déplacent très rapidement, selon cette formule, il semble qu'ils se contractent dans le sens de la propagation sous l'effet d'une force mystérieuse exercée par l'éther lui-même. Cette curiosité les embarrasse un petit peu, faut pas se mentir, mais les physiciens ne lui accordent pas une portée physique très profonde. Et en fait, c'est Einstein qui va comprendre cela. Ces formules nous disent des choses essentielles sur le monde, et ces choses essentielles ont été comprises que par Einstein en 1905. Pour interpréter correctement ces formules, il faudra renoncer à l'idée que l'espace et le temps sont absolus. Il faudra aussi admettre que la contraction des longueurs n'est pas la conséquence d'un effet dynamique exercé par l'éther, car ce dernier, au final, spoiler, n'existe pas. En fait,
Cette contraction des longueurs est simplement un effet de perspective dans l'espace-temps dont on parlera un petit peu plus tard. Donc finalement, Lorentz et les autres, Poincaré et Fitzgerald, ont établi des lois mathématiques qui constituent le cœur de la relativité restreinte tout en se trompant sur leur interprétation physique. Reprenons un petit peu le fil du temps pour tenter de vous expliquer comment l'apparition de cet éther a plongé la physique dans une crise et comment Einstein a permis à la physique de sortir de cette crise. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'éther devait posséder la propriété d'être absolument immobile. Ce statut si particulier contredisait l'un des 3 principes de la physique de Newton, que l'on appelle la physique classique. Cette physique traite de la dynamique des objets matériels et repose notamment sur ce qu'on appelle le principe de relativité. Ce principe de relativité n'a pas été inventé par Einstein. Pour beaucoup d'historiens, c'est plutôt Giordano Bruno qui a été condamné au bûcher pour ses idées en 1600. Et ce principe a été repris, sans citer Bruno évidemment, par Galilée. Oui, s'il avait pris le risque de citer Bruno, il aurait peut-être fini lui aussi au bûcher et je pense qu'il ne voulait pas finir au bûcher. Galilée a défini le principe de relativité de la manière suivante. Il a dit que le principe de relativité est un principe selon lequel le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire qu'on va dans une seule direction sans freiner, sans accélérer, c'est-à-dire on se déplace à 50 km/h dans une ligne droite, sans aucun virage, sans aucun contact avec le sol, sans rien, tout se passe comme si nous n'étions pas en mouvement. Il ajoute que l'immobilité est un mouvement partagé. Par exemple, moi ici, je suis immobile par rapport à mon micro devant moi, mais ce micro et moi-même nous déplaçons à une très grande vitesse dans l'espace. Cependant, comme nous sommes dans le même référentiel, mon micro et moi avons une vitesse nulle l'un par rapport à l'autre et on partage donc la même immobilité. Ce principe de relativité suggère finalement que les lois physiques ne sont pas modifiées par le mouvement. Par exemple, si vous êtes dans un train en mouvement à une vitesse constante, en ligne droite sans aucune vibration, un mouvement rectiligne uniforme, et que vous laissez tomber une bille de votre main, cette bille aura exactement la même trajectoire de chute que si le train était à l'arrêt. La bille tombera à vos pieds, que vous soyez en mouvement ou à l'arrêt. Le principe de relativité implique donc qu'il existe une stricte équivalence qui unifie tous les référentiels. Cela signifie qu'un référentiel, qu'il soit en repos ou en mouvement rectiligne uniforme, ne modifie rien de ce qui s'y passe. Les phénomènes physiques conservent la même allure et les lois physiques la même forme. Par conséquent, il n'existe aucun référentiel particulier que l'on pourrait distinguer des autres en prétendant qu'il serait immobile dans l'absolu. En effet, désigner un tel référentiel pourrait toujours être considéré comme en mouvement par rapport à d'autres référentiels ayant exactement le même statut que lui. En résumé, la mécanique de Newton, la mécanique classique, nous dit que rien n'est immobile dans l'absolu. Absolument rien n'est immobile dans l'absolu. Alors que l'électromagnétisme de Maxwell semble nous dire que l'éther luminifère est absolument immobile. De là, une sorte de contradiction se crée entre ce que dit la mécanique de Newton et ce que dit la théorie de Maxwell de l'électromagnétisme par rapport à l'éther luminifère. Les deux théories, chacune parfaitement validée dans son domaine, s'appuient sur des principes respectifs qui sont en contradiction mutuelle. Comment résoudre ce problème alors ? Certains physiciens ont tenté de revoir certains principes de la mécanique au motif qu'ils contredisaient le statut quasi sacré de l'éther à leurs yeux. Einstein, encore très jeune à l'époque, n'était pas prêt à les suivre les yeux fermés. Il tente de changer la perspective en effectuant ce qu'on pourrait appeler un pas de côté. En août 1899, 6 ans avant 1905, et sa théorie de la relativité restreinte, Einstein est âgé de 20 ans. Pendant ses vacances, il écrit à Mileva Maric, une jeune fille avec qui il étudie à l'école polytechnique de Zurich et qui deviendra son épouse quelques années plus tard. Il lui écrit, je cite, « Je suis de plus en plus convaincu que l'électrodynamique des corps en mouvement, telle qu'elle se présente actuellement,
ne correspond pas à la réalité et qu'il doit être possible de la présenter de façon plus simple. L'introduction de l'éther luminifère dans les théories de l'électromagnétisme a conduit à l'idée d'un milieu ayant un mouvement dont il est possible de parler sans que l'on soit capable, à mon avis, d'associer une signification physique à ce que l'on dit. Je crois que les forces électriques ne peuvent être définies correctement que dans un espace vide, c'est-à-dire dans un espace dans lequel il n'y a pas d'éther. Fin de citation. Ça veut dire qu'à l'époque, en 1899, je répète, l'idée d'un éther devenait problématique pour Einstein. Même, je pense qu'Einstein avait déjà, depuis longtemps, réfléchi profondément à propos de la lumière. Par exemple, en juin 1895, alors qu'il n'avait que 16 ans, il retourne habiter chez ses parents près de Milan après avoir démissionné du lycée de Munich. Il a démissionné parce que la discipline dans le lycée dans lequel il était pour lui beaucoup trop abusive et beaucoup trop dirigiste. Il a même juré cette année-là de ne jamais remettre un pied dans une classe. Bon, ça s'avérera faux par la suite, et heureusement. Durant l'année où il a été déscolarisé, il a écrit une lettre à son oncle maternel. Cette lettre, il l'a intitulée « Sur l'état présent des recherches à propos de l'éther dans les champs magnétiques ». Une lettre écrite en allemand où Einstein énumère tous les sujets de recherche qu'il voudra explorer tout au long de sa vie, en particulier celui qui le suivra très longtemps, la propagation de la lumière dans l'espace. Et l'une des questions qu'Einstein pose est la suivante. Plus qu'une véritable question, c'est une petite expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière ? Et cette question en ouvre bien d'autres. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière ? Pourrait-elle aller plus vite que la lumière émettrice ? Donc de la lumière irait plus vite que la lumière. Et si on additionne les vitesses de manière classique, comme dans la physique classique, cela voudrait dire que la vitesse de la lumière qui sort de la lumière serait 2 fois plus rapide que la lumière. Et si la lumière émise de la lumière émet à son tour de la lumière, elle irait donc 3 fois plus vite, puis 4 fois plus vite, et ainsi de suite. Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, et si les vitesses s'ajoutent, alors il doit exister un escalier cinématique qui permet que la vitesse de la lumière soit infinie. Et dernière question, est-ce que ce raisonnement est juste ? Et ensuite, un petit peu plus tard, en 1896, quand Einstein retourne à l'école, non pas en Allemagne ce coup-ci, mais en Suisse, dans un lycée où les méthodes d'enseignement sont beaucoup plus souples et beaucoup plus pédagogiques qu'en Allemagne, encore une fois, il va poser une question sous forme d'expérience de pensée, où cette fois-ci, il va mettre directement en scène son propre corps. C'est une question étrange qui va à l'encontre de la pensée générale des physiciens de l'époque, puisqu'il imagine son corps dans une certaine situation en admettant que certaines théories soient exactes. Il essaye de ressentir avec son corps ce qu'il éprouverait dans la situation pour vérifier si les lois physiques qu'il a prises en référence sont vraiment vraies. Et la question qu'il pose est la suivante. Comment verrais-je de la lumière si je chevauchais un rayon lumineux ? Eh bien, pour répondre à cette question, dans cette situation, si vous chevauchez un rayon de lumière, les ondes électromagnétiques dont est composée la lumière me paraîtraient stationnaires. Je précise que si vous êtes sur une onde électromagnétique, c'est comme si vous étiez un surfeur posé sur la crête d'une vague en suivant son mouvement. Ainsi, la vague devant vous est immobile par rapport à vous, et la vague derrière vous est aussi immobile par rapport à vous. Vous avancez avec les vagues de sorte que vous voyez autour de vous des ondes immobiles. À ce moment-là, Einstein s'est dit que la lumière est en fait d'ondes électromagnétiques. Si je suis à cheval sur une onde avec mon corps, je verrai une onde stationnaire, immobile. Or, Einstein savait déjà à cette époque que les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation de la lumière, n'ont aucune solution face à ces solutions d'ondes stationnaires. Alors, qu'en pense-t-on ? Est-ce que c'est l'expérience de pensée d'Einstein qui est impossible, ou est-ce que ce sont les équations qui disent que c'est impossible qui sont fausses ? Einstein ne lâchera jamais cette idée, et pendant 9 longues années, il va réfléchir à cela,
jusqu'en juin 1905 où il va enfin publier un article qui va répondre à toutes ces questions et qui contiendra la théorie de la relativité restreinte. Cet article, que je conseille à tout le monde de lire, est assez facile à comprendre. À l'intérieur, Einstein propose d'enterrer définitivement l'éther luminifère en affirmant que ce milieu particulier inventé par les physiciens avec des propriétés étranges est superflu. La mise à mort conceptuelle de l'éther va être le ciment de sa théorie de la relativité restreinte. La lumière n'a besoin pour lui d'aucun support pour se propager dans l'espace. Contrairement au son, la lumière voyage par elle-même dans le vide. Elle devient donc un phénomène physique à part entière, une vibration autonome non portée par un éther désormais enterré. Einstein a compris que le véritable absolu dans cette histoire réside dans la lumière et plus précisément même dans sa vitesse. La vitesse de la lumière est toujours la même dans tous les référentiels. Cela signifie qu'elle est indépendante à la fois de la vitesse de sa source et de celle de l'observateur qui la mesure. Par exemple, si une voiture s'approche dans votre direction avec ses phares allumés, on pourrait penser naïvement que la vitesse de la lumière des phares va être la vitesse de la lumière plus la vitesse de la voiture. Et Einstein nous dit que non, quelle que soit la vitesse de la source qui émet la lumière, la vitesse que je mesurerai de la lumière sera toujours exactement égale à la vitesse de la lumière. Ni plus, ni moins, strictement égale. C'est très important ça. En d'autres termes, la lumière est invariante par changement de référentiel. En disant cela, Einstein tenait les réponses aux deux questions qu'il s'était posées pendant son adolescence. Je les rappelle. À quelle vitesse irait la lumière si de la lumière émettait de la lumière ? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et la deuxième question, comment verrais-je de la lumière si je chevauchais un rayon lumineux ? Réponse, cette situation est impossible. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, pour n'importe quel observateur. Ainsi, je ne peux pas être immobile par rapport à elle. Je ne peux pas la chevaucher, puisque quelle que soit ma vitesse dans l'espace, la lumière ira par rapport à moi, toujours, au grand toujours, à la vitesse de la lumière. Et si l'on lit attentivement cet article de juin 1905, on voit que la première partie du texte ressemble à une sorte de brevet. Et c'est tout à fait normal. Einstein travaillait à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'office des brevets. Dans cet article, Einstein parle parfois à la première personne. Les calculs qu'on y trouve sont élémentaires. Il n'y a pas de note particulière en bas de page et il n'y a même pas de référence à d'autres articles scientifiques. L'auteur s'exprime de manière étrangement pédagogue, comme s'il voulait former son lecteur. Et il ne parle que de processus physiques extrêmement simples. Par exemple, le comportement des horloges, des règles graduées et des corps en mouvement libre. Et sur la deuxième page, il pose des questions qui sont d'une naïveté vraiment incroyable. Je vous en cite quelques-unes. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive ici, dans cette gare, à 7 heures ? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive ici, dans cette gare, à 7 heures ? Et le plus drôle, c'est qu'il répond à cette question d'une façon presque enfantine. Comme si grâce à lui, nous allions apprendre à lire l'heure sur une horloge. Il répond, je cite, « Eh bien, cela signifie que le passage de la petite aiguille de ma montre sur le chiffre 7 et l'arrivée du train au quai sont simultanés. Cela signifie que le passage de la petite aiguille de ma montre sur le chiffre 7 et l'arrivée du train sur le quai sont simultanés. » À ce moment-là, on pourrait se demander pourquoi il est important de rappeler cette évidence à la portée d'un enfant de 5 ans dans un article scientifique de haut niveau. Mais je pense qu'en réalité, Einstein progresse en posant des questions simples, puis en y répondant. Il se pose de nouvelles questions simples, ou un petit peu moins simples, et suit un chemin comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réponse facile. Par exemple, dans l'article, la suite des questions est, je cite, « Qu'est-ce que cela veut dire d'annoncer que le train va arriver à 7 heures à la gare si moi je ne suis pas à la gare ? C'est-à-dire, si moi je suis loin de la gare,
comment puis-je savoir l'heure qu'il est là-bas si je n'y suis pas ? Et ça implique encore une question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le train va arriver à 7 heures à la gare si moi-même je suis en déplacement par rapport à cette même gare ? Voilà une question que personne n'avait jamais posée. En enchaînant des questions naïves les unes après les autres, on peut arriver à avoir des questions extrêmement profondes qui n'ont jamais été posées. Et ça, c'est le début de toutes ces grandes idées géniales, ces idées qui vont parler de temps et d'espace, non plus absolu, mais relatif. Le temps passe, mais Einstein reste obsédé par ses idées. Même en vacances, il va avoir l'idée qui va donner un article très court en septembre 1905. À peine 3 mois après son premier article dans lequel il y a la fameuse formule que tout le monde connaît, E égale mc2. Parlons un tout petit peu de E égale mc2. Cette formule, quasi tout le monde l'a déjà vue, mais très peu de gens savent ce que représentent les lettres. Alors tout simplement, E représente l'énergie, M représente la masse, C représente la vitesse de la lumière, et le 2 c'est le carré de C, E égale mc au carré. Et dans l'imaginaire collectif, c'est peut-être le cas pour vous, E égale mc2 est intriqué dans 2 événements tragiques, qui sont la bombe atomique Little Boy larguée sur Hiroshima le 6 août 1945, et 3 jours plus tard, le 9 août, la bombe Fat Man larguée cette fois sur Nagasaki, qui ont provoqué les désastres horribles que vous connaissez. Les gens ont mélangé l'idée de E égale mc2 à l'idée de bombe atomique. En vrai, c'est un amalgame complètement injustifié, qui a commencé 1 an après les premiers essais de la bombe atomique, qui ont eu lieu au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Pour commémorer cet anniversaire des essais de la bombe atomique, si on peut commémorer ça, le 1er juillet 1946, le magazine Time afficha sur sa couverture une représentation saisissante d'Einstein. Elle montre le visage bienveillant d'Einstein sur un fond de champignons atomiques avec dans la fumée du champignon la formule E égale mc2 qui vient là symboliser comme un accord dans lequel la physique et les physiciens abandonnent leurs valeurs spirituelles ou leurs principes moraux afin d'obtenir la richesse et la célébrité. Pourtant, E égale mc2 a autant de liens avec la bombe atomique qu'avec le craquement d'une allumette ou la chute d'un crayon à papier. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'année 1905. Einstein est complètement épuisé par la rédaction de son article sur la théorie de la relativité restreinte. Il est même resté alité plusieurs jours d'épuisement intellectuel. Et avec un peu de temps, il finira par accepter l'idée de son épouse, Mileva, de partir en vacances en Serbie pour rencontrer ses beaux-parents pour la première fois. Mais même pendant ses vacances et épuisé mentalement, Einstein continue à développer le fond de ses idées, de ses pensées. Et entre 2 promenades, il lui est apparu que le mariage de l'espace et du temps, qu'il avait célébré au mois de juin, engendrait une drôle d'idée. Le principe de relativité, associé aux équations de l'électromagnétisme, indique que la masse d'un corps est une mesure directe de l'énergie qu'il contient. Quelques semaines plus tard, en septembre 1905, il présente un article intitulé « L'inertie d'un corps dépend-elle de son mouvement ?» Et en à peine 3 pages, il offre une démonstration générale de E égale mc2, qu'il n'est sans doute pas le premier à écrire, mais qu'il est le premier à la comprendre. Imaginons, dit Einstein, un corps qui émet de la lumière, un corps qu'on chauffe, un morceau de métal par exemple. Il va finir par émettre de la lumière visible, si on le chauffe assez. Et avant même d'être chauffé, il y a déjà de la lumière infrarouge. Donc, un corps chauffé émet de la lumière. Et par ce processus, ce corps perd une certaine quantité d'énergie, exactement égale à celle que les ondes électromagnétiques emportent avec elles. Ces ondes ont pour source le corps lui-même. Donc, le corps perd de l'énergie. Et les ondes électromagnétiques, elles, sont dépourvues de masse. On s'attend donc à ce que cette perte d'énergie ne s'accompagne, pour le métal par exemple, d'aucune perte de masse, puisque les ondes électromagnétiques émises n'ont pas de masse. Alors, comment un corps pourrait-il perdre de la masse s'il n'émet rien qui soit massif ? C'est notre pensée classique et intuitive, mais ce qu'Einstein montre par le calcul, à partir des principes de la relativité restreinte, c'est qu'en réalité, le corps
perd de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Autrement dit, un corps peut perdre de la masse s'il émet de l'énergie, même si ce qu'il émet n'a aucune masse. Plus précisément, montré par les calculs, si un corps perd de l'énergie, E, il se débarrasse d'une masse égale à E divisé par C au carré, où C désigne la vitesse de la lumière. C apparaît là parce qu'il a pris l'exemple de corps qui perd de l'énergie en émettant de la lumière. Donc en écrivant l'équation qui décrit la lumière, il y a C de la vitesse de la lumière qui apparaît, c'est normal. C'est ce qui fait que cette constante C se retrouve dans sa formule E égale mc carré. Mais là où Einstein diffère des autres physiciens qui avaient utilisé la même formule, c'est qu'il va attribuer une portée universelle à sa formule en affirmant que la formule doit demeurer vraie, même si aucune lumière n'intervient dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. Autrement dit, E égale mc2, où C est la vitesse de la lumière, cette formule demeure vraie, même si aucune lumière n'est présente dans le processus en question. En conséquence, si un corps perd de l'énergie sous n'importe quelle forme, que celle-ci soit lumineuse ou non, il perd aussi de la masse. Et la vitesse de la lumière n'est donc plus seulement la vitesse de la lumière, elle intervient de manière explicite dans tous les processus physiques, y compris dans ceux où la lumière elle-même ne joue aucun rôle. Elle change ainsi radicalement de statut. Avec Einstein, elle cesse d'être la vitesse de propagation d'un phénomène physique particulier pour devenir une constante universelle de la physique. Et même encore plus, c'est que la masse, qui jusqu'alors mesurait uniquement la quantité de matière contenue dans un corps, en vient à mesurer aussi son contenu en énergie. Tout corps massif se voit doté d'une énergie de masse, c'est-à-dire d'une énergie qu'il possède du seul fait qu'il soit massif. La formule E égale mc2 indique explicitement que cette énergie de masse se calcule en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. Dans cette opération, le statut de la vitesse de la lumière change une seconde fois. Elle se voit attribuer un rôle plus large que celui d'une vitesse associée à des déplacements, puisque l'équivalence qui s'établit là entre la masse et l'énergie ne fait aucune référence à aucun mouvement. Donc, on comprend que même immobile, au repos, un corps massif contient de l'énergie. Et la façon de mesurer cette énergie utilise une vitesse, alors même que ce corps est immobile. La formule E égale mc2 s'applique à tous les phénomènes dans lesquels de l'énergie est échangée ou transformée. Mais rien en elle ne suggère le processus par lequel l'énergie contenue dans un morceau de matière, tel qu'il soit, pourrait être libérée. Autrement dit, il ne suffit pas de connaître l'uranium, et il était connu en 1905, et la formule E égale mc2 pour penser à la bombe atomique. En fait, on n'a parlé de bombe atomique qu'à partir de 1939, après une découverte qui a été faite totalement par hasard par Otto Hahn et Lise Meitner. Cette découverte révèle qu'un isotope particulier de l'uranium, exactement l'uranium 235, est capable, lorsqu'il est percuté par un neutron pas trop rapide, de fissionner, se diviser en deux avec une libération d'énergie incroyable. C'est ce qu'on appelle simplement la fission nucléaire, qui s'accompagne de la libération de neutrons, lesquels peuvent à leur tour percuter d'autres atomes d'uranium 235, créant ainsi la réaction en chaîne qui a permis le développement de l'arme atomique, mais aussi des réacteurs nucléaires qui fonctionnent sur des principes similaires mais en même temps très différents. Et tout ça pour dire qu'Einstein n'a jamais pensé à la bombe, et la formule E égale mc2 n'implique pas par elle-même la possibilité de la bombe. D'ailleurs, Einstein n'a pas vraiment compris ce qu'était la fission. Il s'intéressait très peu à l'interaction nucléaire, et ce n'est qu'au tout début de l'année 1939 que Niels Bohr, qu'il connaissait très bien, un autre très grand physicien, et oui, on va en parler de Niels Bohr, donc Niels Bohr lui rend visite à Princeton pour discuter des données les plus récentes sur la fission des noyaux d'uranium. Et Einstein l'aurait reçu avec une sorte d'indifférence polie. Il n'a pas bien compris ce que Bohr voulait lui dire. Il aura fallu que son ami hongrois Leo Szilard revienne le voir pour qu'Einstein admette enfin la possibilité d'une réaction en chaîne explosive et surpuissante. Après avoir écouté Léo, Einstein dira « Je n'y avais jamais pensé ». Et si tardivement convaincu, il a eu le besoin d'agir.
Sachant Hitler capable de tout, surtout du pire, il voulut alerter le président des États-Unis Roosevelt du cataclysme que la fission de l'uranium-235 et ses réactions en chaîne pourraient amener. Il a signé une lettre écrite par Léo et Eugene Wigner le 2 août 1939 à l'attention du président américain. C'est cette lettre qui va finir quelques temps plus tard, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, par conduire les Américains à lancer le projet Manhattan, qui aboutira, comme vous le savez, à la fabrication de plusieurs bombes atomiques. L'ironie du sort, c'est que Einstein, en signant cette lettre, n'avait en tête que de combattre l'utilisation de la bombe par les Allemands, au cas où ceux-ci arriveraient à la fabriquer. Il a en quelque sorte voulu être un lanceur d'alerte. Le 6 août 1945, apprenant par la radio le largage de Little Boy sur Hiroshima, il n'a pu articuler que ces mots. « Pauvre de moi ». Il a été sévèrement touché par le drame du Japon qu'il avait visité en 1921, et il a ressenti un peu comme s'il avait lui-même appuyé sur le bouton. Oppenheimer, le père du projet Manhattan, dira d'Einstein qu'il était un solitaire qui aimait ses frères humains. Jamais il n'avait envisagé ce crime contre l'humanité. C'est le suprême et terrible paradoxe de la bombe atomique. Elle fut l'aboutissement ultime, mais indirect, d'une formule d'un homme doux, E égale mc2. Einstein, en novembre 1945, donc quelques mois après les bombardements, écrira ceci. Je cite. « Je ne me considère pas moi-même comme le père de la libération de l'énergie atomique. Mon rôle a été ici tout à fait indirect. En fait, jamais je n'aurais pu anticiper qu'elle serait libérée de mon vivant. C'est devenu possible qu'après la découverte accidentelle de la fission de l'uranium-235. Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, ni que quiconque aurait pu prévoir. » Et comme l'histoire souvent est parsemée d'ironie, ne faisant pas exception pour Einstein, le 1er novembre 1952, les États-Unis testent dans le secret l'une des bombes dans l'atoll, dans les îles Marshall. La bombe d'une taille immense déclenche une formidable explosion de 10,4 mégatonnes, créant des dégâts impressionnants. Mais cette bombe ne fait pas que détruire. L'analyse de ces déchets au laboratoire de Berkeley aux États-Unis montre que son explosion a conduit par une succession de réactions en chaîne à la formation de 2 nouveaux éléments chimiques très radioactifs. Le premier, dont le numéro atomique est égal à 100, fut appelé le fermium, du nom d'Enrico Fermi, ce physicien italien qui a démontré la possibilité expérimentale de faire des réactions en chaîne. L'autre élément, de numéro atomique 99, est un métal blanc argenté qui fut baptisé l'Einsteinium, en hommage à Einstein. Cette information secrète fut révélée qu'après sa mort en 1955. Un délai qu'on peut considérer comme heureux, une précaution que l'on peut qualifier de sage, car il y a fort à parier que cet étrange hommage aurait probablement et fortement accablé Albert Einstein. Et parlons maintenant un petit peu de relativité générale. Elle a été publiée par Einstein en 1915 et elle représente une nouvelle façon de percevoir la gravitation. Revenons un petit peu en arrière, à l'année 1907. 2 ans après la publication de la relativité restreinte d'Einstein, à cette époque, il est toujours et encore ingénieur à l'Office des brevets à Berne, ne trouvant pas de poste à l'université. Un jour, en rentrant d'un déjeuner, il fait une petite sieste comme il en a l'habitude en début d'après-midi. Installé sur son petit tabouret, il est important là de préciser que Einstein maîtrise l'art des rêves semi-éveillés. En effet, dormir sur un tabouret lui permet de faire un léger mouvement en cas d'endormissement. Ça le réveille partiellement et comme ça il veille à s'endormir pas complètement, afin de pouvoir contrôler une partie de ses rêves. Donc Einstein raconte qu'en novembre 1907, lors d'une de ses siestes, l'idée la plus heureuse de sa vie lui est venue. Je cite. « J'étais assis sur mon tabouret, dans les bureaux des brevets à Berne, lorsqu'une idée m'est apparue. Si une personne tombe en chute libre, elle ne ressent pas son propre poids. J'ai été saisi. Cette pensée toute simple m'a profondément marqué. Mon excitation m'a amené à développer une nouvelle théorie de la gravitation. » En fait, Einstein a toujours utilisé son corps dans son imagination. Il imagine que celui-ci tombe en chute libre, comme s'il tombait dans un puits sans fin.
il tente de comprendre ce que ressentirait son corps dans cette chute libre et réalise que si on tombe avec une boule de pétanque dans la main et qu'on la lâche, comme Galilée nous l'a expliqué, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ainsi, si je tombe avec ma boule de pétanque à la main et que je la lâche, bien qu'elle soit plus légère que moi, elle tombera à la même vitesse. Donc cette boule de pétanque par rapport à moi me paraîtra immobile. Jusque-là, vous suivez. Si je fais abstraction du décor tout autour de moi, je pourrais même dire que cette boule de pétanque est en lévitation devant moi. Autrement dit, je pourrais même affirmer que la gravitation n'agit plus du tout sur cette boule de pétanque. Elle conduit à une analyse un peu bizarre. Qu'est-ce qui cause ma chute ? Eh bien, la gravitation, cette force qui entraîne une accélération sur mon corps. Et cette accélération, elle, annule la gravité qui la provoque. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'effet produit par une cause, la gravitation, annule les effets de cette cause. Nous sommes d'accord pour dire que c'est bizarre, voire même complètement illogique. Mais Einstein en déduit, grâce encore et toujours à ses expériences de pensée, l'énoncé d'un principe qu'il appellera le principe d'équivalence. Ce principe est donc le résultat de l'idée la plus heureuse qu'il a eue au cours de toute sa vie. Autrement dit, on comprend ici que Einstein a toujours eu l'art de choisir le point de vue qui éclaire le mieux les concepts et les situations obscures. Aussitôt, l'irréel se retrouve poussé d'un cran et sa pensée réalise une sorte d'ascension dans la réalité physique. En l'occurrence, cette expérience de pensée amène Einstein à postuler qu'il y aurait une sorte d'identité formelle entre l'accélération et la gravitation. C'est-à-dire, une accélération peut effacer un champ gravitationnel réel et peut aussi créer l'apparence d'un champ gravitationnel là où il n'y en a pas. En conséquence de ce principe, une personne se trouvant dans une cabine d'ascenseur sans aucune vision du monde extérieur ne pourrait dire si elle est sous l'influence d'un champ gravitationnel ou si elle est hors de tout champ gravitationnel en accélération constante dans la direction bas-haut. Dans les deux cas, cette personne sentirait ses pieds plaqués au plancher et si elle lâchait un objet, tout se passerait comme si cette personne était sur Terre. Il n'y aurait aucun moyen de savoir si elle est dans l'un des deux cas possibles, champ gravitationnel ou accélération équivalente. Je répète parce que c'est important, que vous soyez dans un champ gravitationnel ou en accélération constante, tout se passerait exactement de la même manière dans les deux cas. Et en suivant le fil de sa logique, Einstein propose de généraliser le principe de la relativité restreinte. La relativité restreinte était parfaite pour les seuls référentiels galiléens, c'est-à-dire ceux qui sont en mouvement, rectilignes et uniformes les uns par rapport aux autres. Il va généraliser ce principe à tous les référentiels, y compris ceux qui sont accélérés, en s'appuyant sur cette équivalence entre l'accélération et le champ gravitationnel. 4 ans plus tard, en 1911, il a enfin obtenu un poste de professeur à l'université et il va découvrir ici, toujours en suivant les mêmes idées, une conséquence extraordinaire du principe d'équivalence. Lorsqu'on l'applique non plus à un corps massif qui tombe ou qui est accéléré, mais lorsqu'on l'applique à la lumière. Encore une fois, Einstein fait une expérience de pensée. Il habite un immeuble qui est toujours visitable à ce jour d'ailleurs, et qui dispose de l'électricité, ce qui n'était pas si courant que ça à l'époque. Cet immeuble avait un ascenseur que Einstein prenait tous les jours. Et il imagine qu'il est dans cet ascenseur, accéléré constamment. Donc sa cabine d'ascenseur est en dehors de tout champ gravitationnel. C'est ce qu'il imagine. Il imagine maintenant un petit trou dans la cabine d'ascenseur, laissant passer de la lumière. Comme vous le savez maintenant, la vitesse de la lumière est finie. La lumière mettra donc un certain temps pour traverser la cabine. Mais pendant ce laps de temps très court que la lumière met pour traverser la cabine, l'ascenseur, lui, vu qu'il est en accélération constante, il continue de monter. Ainsi, la lumière va toucher la paroi de l'ascenseur pas tout à fait alignée avec l'entrée du trou. La trajectoire de la lumière, vue par l'observateur dans la cabine, paraîtra visuellement courbée.
Donc l'observateur dans l'ascenseur verra la trajectoire de la lumière courbée par l'accélération. Et là vous allez me dire, oui, et alors, elle est courbée. Et là je vous réponds, principe d'équivalence, gravité égale accélération. Ce qu'Einstein a vu dans son expérience de pensée est exactement la même chose qu'il verrait si au lieu d'être dans une cabine d'ascenseur accélérée constamment, il était dans une cabine d'ascenseur fixe dans un champ gravitationnel, par exemple le champ gravitationnel de la Terre. La cabine posée sur le sol immobile avec un trou pour laisser passer la lumière sera aussi courbée en vertu du principe d'équivalence. Dans la première situation, c'est la courbure de la trajectoire de la lumière due à l'accélération. Dans la deuxième situation, c'est le champ gravitationnel qui courbe le rayon lumineux. J'insiste un petit peu, mais c'est très important de bien comprendre cette équivalence. Einstein comprend que la gravitation courbe les rayons lumineux, bien que la lumière n'ait pas de masse. Et là, ça doit faire tilt dans votre cerveau. Une chose sans masse est quand même soumise à la gravité ? Comment ? En fait, c'est vraiment une révolution en physique. Après cela, Einstein va démissionner de son poste à Prague et il retourne à Zurich. Pourquoi Zurich ? Parce que là-bas, il a un ami qui s'appelle Marcel Grossmann. Et on va en parler aussi de Marcel Grossmann, mais pas tout de suite. Donc Marcel Grossmann étudiait avec lui, avec Einstein à Zurich, à l'Institut Polytechnique. Et Grossmann, contrairement à Einstein, n'était pas du genre à sécher ses cours de maths. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Einstein était très bon en maths. Il a juste séché quelques cours qui ne l'intéressaient pas trop. Et Einstein savait que Marcel Grossmann était une sorte de génie en mathématiques et que lui avait appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la géométrie non euclidienne. Et ouais, Einstein avait compris qu'il fallait changer la géométrie de l'espace-temps pour tenir compte du fait que la lumière est courbée par le champ gravitationnel. Il comprend que ce phénomène pourrait être observé lors d'une éclipse totale du Soleil. Il y en a d'ailleurs une de prévue en août 1914 en Crimée. Une expédition se met en place, mais bon, en 1914, c'est la guerre, l'équipe est arrêtée, les mesures ne sont pas faites, et en vrai, heureusement, parce que les prédictions d'Einstein à cette époque étaient complètement fausses. Ces équations n'étaient pas encore bonnes, et il faudra attendre novembre 1915 pour qu'Einstein publie les équations de la relativité générale qui modifient totalement la façon de comprendre la gravitation. Au lieu d'imaginer que la gravitation est une force qui s'exerce à travers l'espace, à distance, il faut maintenant comprendre que la gravitation n'est plus une force, mais une courbure, une déformation de l'espace-temps. Un peu plus tard, il prédit les ondes gravitationnelles, les vibrations de la métrique de l'espace-temps, qui seront détectées 100 ans plus tard, en 2015. Et je ne pourrai pas vous en dire plus sur la relativité générale dans cette vidéo. Ce sera le sujet d'une vidéo entièrement dédiée. Mais j'aimerais parler d'une phrase qu'Einstein a dit un jour sur son rapport à l'espace. Voilà ce qu'il a écrit dans son journal. Je suis véritablement un voyageur solitaire. Je ne me suis jamais senti pleinement chez moi, ni dans mon pays, ni dans mon foyer, ni avec mes amis, ni même dans ma famille proche. Et je trouve cette phrase absolument incroyable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Einstein a d'abord été allemand, puis à l'âge de 16 ans, il a renoncé à la nationalité allemande pour éviter le service militaire, devenant ainsi apatride, c'est-à-dire une personne qui ne possède la nationalité d'aucun pays. Ensuite, il est devenu suisse, puis suisse et allemand, avant de renoncer de nouveau à la nationalité allemande lorsque Hitler est arrivé au pouvoir. Ensuite, il est devenu américain. Bref, il avait un rapport à la nationalité assez flexible. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'en général, l'identification d'une personne à une région de l'espace-temps semble toujours s'imposer. Autrement dit, tout homme serait d'abord d'un pays, d'un endroit dans le temps. Il doit tenir sa place, trouver un habitat pour vivre et y mourir. Einstein, lui, est à l'opposé, une sorte d'homme qui n'a pas de lieu, pas de référentiel, ou plutôt tous les référentiels en même temps. Et je vais vous donner quelques anecdotes pour bien imaginer le personnage. En juillet 1933, il vit en Belgique, à Cocq-sur-Mer, un petit village au bord de la mer, et il comprend qu'il ne peut pas retourner en Allemagne parce que les nazis ont brûlé ses livres, ont saccagé son appartement, et sa sécurité serait clairement menacée en Allemagne. De là, il va en Angleterre pour rencontrer Churchill,
et l'ancien Premier ministre de l'époque, David Lloyd George. Einstein est convié à un dîner et on lui demande de signer le livre d'honneur qui lui est tendu à la fin du repas. Et il y a une petite rubrique où il est marqué « Adresse ». Et à ce moment-là, Einstein y répond « Aucune ». À ce moment de son existence, c'était pas si faux que ça. Mais déjà, on sent que le personnage ne s'identifie n'ayant aucune adresse, ce qui est assez fort. Autre anecdote, en 1920, il écrit à Max Born, un de ses amis, je cite « L'endroit où on s'installe n'est pas important. En tant que parfait déraciné, je ne me sens pas qualifié pour te conseiller. » En fait, Max Born lui avait demandé conseil pour choisir une université, plutôt à tel endroit ou plutôt à tel autre endroit. Einstein répond « Les cendres de mon père sont à Milan, j'ai enterré ma mère à Berlin, moi-même j'ai été sans cesse étranger à chaque fois. Mes enfants sont en Suisse et les circonstances font que je ne peux pas les voir quand j'en ai envie. L'idéal pour un homme comme moi est d'être chez soi, n'importe où, avec ses proches et les êtres chers. Je ne me sens pas le droit de te conseiller. » On en déduit que la géographie n'était pas dans ses priorités, et ne le sera d'ailleurs jamais. En fait, Einstein obéissait sans doute au principe fondateur de la relativité générale qu'il ne cessait de répéter. Les coordonnées n'ont pas de sens physique. Tous les systèmes de repérage dans l'espace-temps sont équivalents. Cela veut dire que, pour définir un événement dans l'espace-temps, on doit pouvoir utiliser n'importe quel système de coordonnées. Autrement dit, n'importe quel référentiel sans que le choix effectué ne change la forme des équations de la théorie. En d'autres termes, aucun système de coordonnées ne peut être considéré comme spécial ou fondamentalement différent des autres. C'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme, qui invite à considérer que ce qui se passe dans l'espace-temps est finalement beaucoup plus essentiel que le mode de description de l'espace-temps lui-même, qui est toujours, lui, arbitraire. Si on transpose ça à Einstein symboliquement, comment se traduirait cette invariance ? Par un fait simple mais hégémonique. Ce qui avait lieu dans son esprit était beaucoup plus important à ses yeux que les coordonnées du lieu où il se trouvait. Il y a une autre anecdote rapportée par son premier biographe, Philippe Franck, où il raconte ceci. Je cite. « Je me rappelle d'une visite au cours de laquelle nous avions décidé d'aller voir ensemble l'observatoire d'astronomie de Potsdam. Nous nous étions convenus de nous retrouver sur un certain pont. Comme je ne connaissais pas bien Berlin, j'ai dit à Einstein que je ne pouvais pas garantir que je serais bien à l'heure. « Oh !» me répond-il, « ce n'est pas grave, j'attendrai sur le pont, voilà tout. » J'insinuais, reprend Philippe Franck, que cela lui ferait perdre du temps. « Qu'à cela ne tienne, réplique Einstein. Mon genre de travail peut se faire n'importe où. Pourquoi réfléchirais-je moins bien à mes problèmes sur ce pont que chez moi ?» Cette indifférence au contexte spatial n'a pas été sans incidence directe sur son rapport au temps. Einstein n'était jamais pressé ni impatient. Une dernière anecdote qui est peut-être la meilleure pour beaucoup. En 1919, après les observations de l'éclipse solaire faites par Eddington, qui montrent qu'effectivement la lumière est déviée par la matière, en l'occurrence là déviée par le Soleil, la ville natale d'Einstein, Ulm, en Allemagne, a décidé de nommer une rue de la ville Einsteinstrasse, la rue d'Einstein. Mais après 1930, les nazis n'ont pas supporté un tel honneur rendu à un juif célèbre. Donc le jour de l'élection du premier maire nazi de la ville d'Ulm, la rue Einsteinstrasse, désolé, je galère à prononcer l'allemand, a été changée en Fichtestrasse. Et la rue reprendra le nom d'Einstein seulement après la victoire des Alliés en 1945. Et en 1946, Einstein a suivi tous ces changements de nom donnés à la rue et il écrit une lettre. Je cite. « J'avais eu connaissance à l'époque de l'amusante histoire des noms de rues qui m'avait bien fait rire. J'ignore si on en a changé depuis lors et plus encore si dans l'avenir il y aura encore d'autres changements. Mais je suis tout à fait capable de modérer ma curiosité à ce sujet. Je pense qu'un nom neutre, comme par exemple la rue de la Girouette, conviendrait beaucoup mieux à la mentalité politique allemande et rendrait superflu à l'avenir tout nouveau changement de nom. » C'était pour Einstein une manière à la fois drôle, profonde, de dire le peu de cas qu'il faisait des conventions que nous utilisons pour nous repérer dans l'espace-temps. Et c'était aussi une façon très élégante
de moquer les revirements de l'Allemagne à son endroit. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo sur l'histoire de la relativité restreinte d'Einstein. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à débattre ou à me reprendre dans les commentaires. Je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs, je ne suis qu'humain, après tout. Je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos et prenez le temps de rêver.